bienvenue pour cette conférence ou plutôt table ronde, on va dire, sur l'IA qui fait suite à celle de l'année dernière. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous avaient participé à la conférence sur les IA qu'on avait fait à Cannes l'an dernier, avec une bonne partie des mêmes interlocuteurs. Cette fois-ci, l'idée, c'est de faire vu le sujet qui est relativement important et qui, on va dire, agite un peu notre monde du jeu de société. L'idée, c'est de faire un point après un an. Alors, ça peut faire court, mais ça va très très vite. Et puis, on en profite également, et je vais lui donner la parole à ce moment-là. On a des nouveaux éditeurs qui se lancent aussi à utiliser ce type d'outils, et l'idée, c'est d'échanger et d'en parler et de voir un peu comment les choses ont évolué et continuent à évoluer sur le sujet. Je vais peut-être vous laisser vous présenter les uns les autres dans un premier temps, peut-être par le bout de la table. Salut, alors moi c'est Pierrot, je suis illustrateur depuis 2005-2006 et de jeux de société exclusivement, et éditeur de jeux avec Kiff Édition depuis 2018-19, un truc dans ce goût-là. Voilà. Ouais, c'est la précision. Bonjour. Non, ça marche ou pas? Je suis Maud Chalmel, je suis illustratrice depuis 2005 aussi, et dans le jeu de société depuis 2014. On a cofondé la CIL, la Charte des illustrateuristes ludiques, en 22. On est en 24, on va bientôt ouvrir aux adhésions, et on veut le plus d'illustrateuristes possible. Bonjour, je suis Cédric Caumont, donc éditeur depuis 2004. D'abord avec Repos Productions et maintenant avec Captain Games. On a travaillé plusieurs fois avec Pierrot, ça. Même au tout début. 2007. Ouais. Et voilà, et à l'heure actuelle, éditeur. Alors, je vais avoir la chance d'animer cette conférence. Donc, je suis Gaëtan Bojano, j'appartiens à la société Forge Next. Dans la salle, je serai accompagné de Bernard Cabarou, qui est juste là, qui a un micro. Il va falloir justement lever vos mains si à un moment donné vous voulez intervenir. L'idée, c'est vraiment qu'on ait de l'échange. Donc, n'hésitez pas à vous faire repérer par Bernard, peut-être par nous. Nous, on a les lumières qui nous arrivent dans le visage, donc ça ne va pas toujours être facile pour vous repérer. Mais l'idée, c'est qu'on soit vraiment dans l'échange et la discussion ouverte et posée. Ouais, cette année, si vous pouvez éviter de me traiter d'uréac, c'est cool, hein, je valide. Et respectueuse sur le sujet. On va commencer, on va peut-être parler un peu d'intelligence, donc on va revenir sur la notion un peu d'intelligence artificielle. Alors très rapidement, l'idée, l'année dernière, on avait déjà parlé un peu des éléments techniques. Étienne Mineur était intervenu sur cette partie-là. On va peut-être pas la refaire intégralement, on va peut-être revenir sur certains points. Mais grosso modo, si on vient sur la définition de l'intelligence artificielle, c'est au niveau intelligence, même si ce nom-là est initialement utilisé, venu des États-Unis, qui a une autre notion que l'intelligence en tant que telle dans le verbe français. En français, on parle de faculté de connaître, comprendre, qualité de l'esprit, comme c'est écrit ici. En l'intelligence, en termes américains, on va plutôt sur de la recherche d'informations. Sur la partie artificielle, c'est le produit de l'activité et de l'habilité humaine. Très intéressant de parler d'habilité humaine, puisque ça va être le cœur de la discussion qu'on va avoir là. Et l'idée, une fois ça regroupé, qu'est-ce que ça va donner ? L'idée, peut-être, c'est de parler un peu, dans un premier temps, des capacités actuelles de l'IA. L'idée est de revenir peut-être sur ce qui a été fait au tout début. On va revenir rapidement, peut-être, sur le sujet. L'idée, c'est pas de faire la conf comme les dernières au niveau d'Étienne. C'est pour ça qu'on dit, si vous avez manqué le début, l'idée, c'est de parler un peu du fonctionnement. Je ne sais pas si l'un de vous souhaite en parler rapidement. Peut-être Cédric, vas-y. Oui, je pense que ça vaut le coup de très brièvement résumer comment fonctionne une IA, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour. En fait, intelligence artificielle, le mot intelligence, comme Gaëtan l'a dit, c'est complètement nul. C'est tout sauf intelligent. Une intelligence artificielle, c'est juste un programme qui a été entraîné
et qui est après à disposition pour être utilisé par justement des humains. Et donc l'intelligence artificielle sans l'humain, c'est que dalle. Là, on va plus particulièrement lors de cette conférence parler des IA génératives. Donc, vous avez tous entendu parler de ChatGPT qui permettent de générer du texte. Il y a d'autres IA génératives, comme vous le savez, qui permettent aussi de générer des images. On est sur le même principe de poser une question ou de faire une demande, ce qui s'appelle un prompt à cette intelligence artificielle qui va livrer un résultat derrière, soit un texte, soit une image. Avec une chose qui est totalement oubliée quand on en parle, c'est que c'est ce qui s'est passé en amont. C'est que cette intelligence artificielle, elle a été entraînée. Et elle a été entraînée soit par une boîte comme OpenAI avec DALL-E, enfin, où il y a des géants avec nos travaux, sans notre consentement. Oui, tout à fait, entraînée de manière différente. Mais Maud a raison, il y a des IA qui ont été entraînées de manière non vertueuse, mais on reviendra plus tard, il y a aussi des entraînements qui sont peut-être un peu plus vertueux, ça ce sera à vous d'en juger. Ce qui compte en tout cas, c'est que la façon dont est faite cette IA est aussi très importante sur les résultats qu'elle va donner. Et effectivement, sur les images sourcées en amont, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été tout à fait irrespectueux et qui se sont servis comme des cochons sans demander l'avis, ou d'autres IA qui, elles, utilisent des images avec autorisation? Est-ce que par rapport à ça, vous rajoutez des points tous les deux? Juste dire un truc, c'est la vitesse de progression est hallucinante en fait. Ouais. Ceux qui étaient là l'année dernière, Étienne Mineur a montré des images. J'en ai balancé derrière. Voilà, qui étaient déjà pas mal bluffantes, faut être franc. Alors plein de défauts, hein, toujours. Et on disait que sous 2-3 ans, il disait lui-même que sous 2-3 ans, ces défauts seraient gommés. Faut savoir que moins d'un an plus tard, beaucoup de ces défauts sont gommés. Et surtout, la technologie a pris énormément. On voit Sora, par exemple, faire de la vidéo. Ça a pris un essor qui est fou, une accélération qui est folle. Donc c'est vrai que on le fait un an plus tard. La technologie n'a pas forcément changé, mais elle a vachement évolué, en fait. Donc elle va très très vite. Enfin, beaucoup plus vite en tous les cas que moi je progresse. Donc ou même ce qu'on avait un peu imaginé. On reviendra un petit peu par la suite, justement, et l'idée, c'est en un an, on commence déjà à avoir des retours d'expérience. Dans un premier temps, l'idée peut-être est justement d'en discuter. On va parler bien évidemment de ce qu'a pu faire Cédric sur le sujet au travers de sa maison d'édition. Et ensuite, on reviendra sur tout ce qui est synergie et outils de collaboration. Et là, on reviendra un peu sur ce que Maud a pu nous partager avec nous en amont et sur lesquels on va revenir à ce moment-là. Dans un premier temps, l'idée, c'est de revenir sur donc, ce que je disais sur un retour d'expérience. Volontairement, un peu sur le ton de l'année dernière, on a mis un peu une baseline en parlant de combat d'arrière-garde ou de révolte légitime, justement pour... je ne sais pas si on peut encore mettre plus d'huile sur le feu, mais justement de voir où est-ce qu'on est et est-ce que l'évolution de des pensées, enfin, de la réflexion autour de ça, de l'utilisation a évolué. Et moi, ce que je te propose, peut-être Cédric, c'est de parler déjà du cas de pass-officialisation, mais en sachant que ça n'a pas été le seul. C'est-à-dire qu'on se retrouve aussi avec Donjons et Dragons, on se retrouve aussi dans Terraforming Mars qui a aussi été utilisé. Finalement, il y a un an, tous les trois, en tout cas, on était déjà là. Ça effrayait quand même pas mal de monde. On se demandait qui... Et on est encore là. Ouais. Et on se demandait déjà à l'époque, un an, qui allait oser se lancer. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de monde. Et des gens comme Cédric, mais même Hasbro, quoi, même s'ils n'ont pas tout maîtrisé sur ce sujet-là. Cédric ? Alors oui, petit retour. Comme le disait Pierrot, ça évolue très très vite. Moi, je tiens d'abord à dire quelque chose qui risque d'être rassurant, tout du moins je l'espère. L'IA, c'est uniquement un outil. Et l'IA, elle ne fonctionne pas sans un humain. Elle ne fonctionne pas sans un humain ou sans des humains. Ce qui est important quand on utilise un logiciel, parce que c'est un logiciel quelque part, cette IA, c'est l'intention qu'on a derrière. C'est comme Photoshop ou autre. L'IA, c'est juste une technicienne.
c'est juste quelque chose qui est capable de bien maîtriser un dégradé, de bien maîtriser un style, de bien maîtriser une image. C'est juste le côté technique. L'IA, c'est tout sauf un directeur artistique. L'IA, c'est tout sauf une intelligence qui est capable de créer un storytelling dans une image. L'IA, elle va repomper des styles qui sont beaux, qui sont chouettes, elle va être capable de créer un vignettage sur l'image. Mais elle est débile, en fait. C'est pour ça que le terme d'intelligence ne fonctionne pas. Elle va juste maîtriser quelque chose de technique. Donc, pour utiliser une IA, il y a un peu deux solutions. Soit vous demandez juste fais-moi une image. Et là, c'est du fast-food, hein, c'est du mid-journée, entre autres, et compagnie. Donc, c'est... Voilà. Alors, juste par rapport à ça, on revient sur ce que disait aussi Maud de tout à l'heure, et qui est toujours un problème qui est récurrent, c'est toujours la base. C'est-à-dire qu'à partir du moment tu as un outil, certes, mais c'est comment cet outil, elle aussi, il est alimenté, et par rapport à des propriétés aussi intellectuelles, des éléments sources. Parce qu'une base d'intelligence artificielle ou autre, comme on disait tout à l'heure, ça l'entraîne, ça s'alimente sur des sources, sur du contenu. Et la problématique que l'on a, c'est que cette source et ce contenu, en tout cas jusqu'à présent, même s'il y a eu des évolutions depuis un an, on s'est rendu compte sur Midjourney, il y a eu une analyse où on a pu lister une partie, en tout cas de plus de 11 000 artistes qui ont été, dont les sources ont été prises. Ça, c'est quand même relativement difficile, en fait. Alors, tout à fait. C'est pour ça que j'aimerais différencier IA et IA. Midjourney, quand je dis c'est le fast-food de l'IA, c'est j'y connais rien, j'ai aucune connaissance. Je dis tiens, fais-moi une image. J'ai une image, je sais pas comment ça a été sourcé, je sais pas où est allé chercher ses sources. Et même la boîte qui détient Midjourney ou Dali, ou il y en a plusieurs autres, éludent un peu la question en fait. En fait, les IA, il y a plusieurs solutions d'utilisation vertueuse ou non vertueuse. Je vais prendre un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec Jérémy Fleury, qui est un illustrateur. Il a fait un post Facebook où on voit une sorcière et une génération d'IA avec une autre sorcière. Et franchement, c'est du repompé, c'est honteux. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais sais-tu d'où ça vient? Sais-tu qui l'a fait? Non, il ne savait pas. Et là, on est face à... Il peut y avoir deux problématiques. Soit c'est l'IA qui a été entraînée comme de la merde, c'est-à-dire elle a une seule image de sorcière au lieu d'avoir des milliers d'images de sorcières. Donc forcément, quand on lui demande une sorcière, elle ressort toujours la même sorcière. Ou alors, c'est le mec qui a utilisé l'IA qui a dit « Ah, fais-moi une sorcière avec le style de un tel, où on voit ses muscles plutôt dans des couleurs froides, en mode portrait, et qui a été suffisamment débile pour dire « avec le style de un tel, un tel, un tel ». Forcément, si l'IA aurait dit fais-moi un truc avec le style de Pierrot et qu'il y a des images de Pierrot dans le moteur qui a été entraîné, il va ressortir le truc. Et si je lui dis fais-moi une couverture d'un jeu de société qui se déroulerait au Far West, illustré par Pierrot, il y a de fortes chances qu'il ressorte un truc qui existe déjà. Donc, mais c'est pas OK du tout, justement. C'est dégueulasse. Il n'est pas question de faire ça. Par contre, là où je veux en venir, c'est qu'il y a d'autres IA qui, elles, sont entraînées sur des champs qui sont maîtrisés. Alors, il y a la nouvelle version de Photoshop qui vient de sortir, qui a à l'intérieur un générateur d'IA qui utilise uniquement des photos qui font partie de leur photostock, où des artistes, des photographes, des illustrateurs ont autorisé l'utilisation de leurs images. Donc, dans ce cas-là, pour moi, ça me semble OK. Peut-être que dans le futur, on se rendra compte que ce ne l'est pas, mais pour l'instant, les illustrateurs ont donné leur accord. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est beaucoup plus nouveau et qui est assez pointu technologiquement, je vous en parlerai peut-être après, qui est de réaliser des entraînements d'IA et naturellement avec l'accord des illustrateurs ou des dessinateurs en question. Là, je pense que tu te positionnes plus facilement en tant qu'éditeur, mais imaginons que tu prends le cas de D&D, Donjons et Dragons, où l'éditeur a repris s'est retrouvé avec des illustrations sur ces d'IA. Comment sais-tu, à un moment donné, même si je pense que ce serait bien que tu en parles, on va peut-être faire un saut beaucoup plus loin derrière, mais c'est une discussion qu'on avait déjà eue il y a quelques temps, c'est tu fais appel à un illustrateur, cet illustrateur peut très bien lui-même faire appel à l'IA. C'est ce qui s'est passé sur D&D. Pas à la CIL. Alors, à la CIL peut-être, mais tu peux très bien faire appel à des illustrateurs qui ne font pas automatiquement partie de la CIL. Tu peux très bien faire appel à un illustrateur externe
parce qu'il a une patte ou quoi que ce soit, et normalement, tu vas le faire appel à lui parce qu'il a des vraies compétences. Et là, dans ce cas-là, il peut très bien faire travailler aussi via une IA. C'est ce qui s'est passé avec Donjons et Dragons. L'idée derrière, c'est comment tu peux te prémunir que lui-même ne dérive pas. C'est-à-dire, attention, je ne déplace pas le problème vers l'illustrateur, je parle par rapport à une personne qui utilise une IA et qui vend l'illustration qu'il a générée par rapport à ça. C'est-à-dire que là, comment tu peux te protéger de ça à l'heure actuelle? Nous, il y a différents niveaux de protection. En fait, des textes de loi, ça on en attend. Ils sont arrivés plus ou moins le 2 février dernier. Ils ont été très très limités. On demande aussi une certaine transparence aux éditeurs. Sincère et honnête, à savoir s'il y a un artiste avec ses mains qui a travaillé dessus. On demande éventuellement même d'apposer le pictogramme fait à la main. Après, par rapport aux illustrateurs qui utilisent les IA, on peut rien faire pour eux, quoi. Non, alors c'est pour eux, mais ça veut dire sans prévenir. C'est-à-dire que la problématique, c'est que il y a aussi des outils qui permettent de repérer des illustrations d'IA, en fait. Tu vois, c'est à ça que je veux en venir, en fait. La question. Ces outils-là sont très, on peut pas les attester un peu plus. On les a testés sur mes illustrations. Je me suis retrouvé avec une illustration faite plutôt à la main et qui a été à 92% faite par une IA quand même. Donc, c'est arrivé une fois sur une trentaine d'illustrations que j'ai essayé, mais ça peut arriver et qu'elle se plante. Donc, et mon illustration, je peux Hive Moderation. Hive Moderation, ça permet d'avoir une piste, mais c'est juste une piste sur laquelle on ne va pas de toute façon rentrer de façon formelle. C'est sûr et certain que c'est pas sûr et fiable à 100% en fait. Actuellement, en fait, tu peux pas te protéger, t'assurer que tu sois, même si tu as un éditeur ou tu demandes à un illustrateur de faire ça par lui-même ou quoi que ce soit, donc il n'y a aucun moyen à l'heure actuelle connu, en tout cas de manière le plus globale, pour s'en protéger. Alors, globalement, il y a un aspect éthique en fait, c'est-à-dire que ce soit pour les éditeurs, pour les illustrateurs ou quoi que ce soit, enfin illustratrices, éditrices, etc. Il va y avoir une question d'éthique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des gros éditeurs, des gros distributeurs. Je cite Mattel par exemple parce que pour avoir travaillé avec eux l'année dernière et avoir signé un contrat attestant que je ne travaillais pas avec une IA ni à l'aide d'une IA, et en fait, alors pas complètement en tous les cas, Asmodée fait pareil aujourd'hui auprès de ces studios, c'est-à-dire que l'IA va être acceptée comme support et à ce moment-là comme outil, parce que alors, je pense pas que l'IA est un outil du tout, mais en l'occurrence, je peux comprendre vraiment, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire mais Photoshop c'est plus du dessin, mais en fait donc il y a encore des vieux trucs comme ça. L'idée c'est qu'on peut se servir d'une IA comme un support. Alors moi c'est pas quelque chose que je ferais, je pense que ça peut accélérer pas mal de processus, mais Mattel, par exemple, accepte qu'on utilise une IA comme un espèce de support, mais l'image, après, doit être à 95% faite par un être humain, donc par un illustrateur ou une illustratrice. Est-ce que Mattel est beaucoup plus défenseur de l'art avec un grand A? Non, je pense pas, en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, aux États-Unis, un produit qui est illustré par une IA tombe dans le domaine public, en fait. Voire tombe dans le domaine de l'IA avec lequel il a été fait. Donc, en clair, vous faites un jeu qui se vend à 5 millions d'exemplaires, quelqu'un va en faire des t-shirts, il le fait en fait. Donc c'est ça que les grosses boîtes essayent de protéger. On va être franc, ces grosses boîtes telles Mattel, Asmodée, etc., peut-être, quand les législations tarderont à venir ou viendront, et pas dans notre sens à nous, et où on dira, bah tiens, non, si c'est généré par tel machin, ou si c'est entraîné, comme disait Cédric, comme évoquait Cédric, avec une IA qui est entraînée avec un style précis, etc., en vase clos, à ce moment-là, peut-être que ce genre de grosse boîte sera moins regardant sur la sortie. Donc là, on va vraiment parler d'éthique et d'engagement. C'est-à-dire que si moi, en tant qu'éditeur, évidemment, je demande aux illustratrices et aux illustrateurs de travailler avec moi, de ne pas utiliser l'IA. Alors, je vais revenir là-dessus, c'est intéressant parce que quand tu dis pas utiliser d'IA, je vais revenir sur ceux qui l'ont écouté. Vincent Dutray est intervenu dans un podcast l'année dernière sur On joue-tu. Il parlait justement, lui, de son travail à la main. Donc là, qu'on peut dire à la main, c'est au extrême, puisqu'il est peintre. Lui, par son positionnement dans ce podcast, il disait, il voit l'IA
aussi comme un outil, c'est-à-dire non pas pour générer à sa place, mais à la fois en tant que source de documentation, c'est-à-dire il va générer des éléments, une réflexion par rapport à ça, et pour lui c'est une optimisation du temps de recherche. Et ce qu'il disait dans cette conf, c'est de dire, à un moment donné, ça me fait aussi gagner du temps en fait, parce que cette recherche, il la génère par ça, et ça lui permet d'aller plus vite et de travailler plus, entre guillemets. Et de générer de nouvelles idées. Vas-y. Et d'être moins cher, j'imagine. S'il y passe moins de temps, il est moins cher. Non, ou faire plus de dossiers. Tu vois, ça dépend comment il facture. Tu vois ce que je veux dire, ça dépend la somme. Donc ça, je reprends juste ce qu'il dit, le fond. Voilà, la problématique, c'est que l'outil de l'IA, est-ce qu'à un moment donné, je comprends tout à fait la problématique liée à je génère à la place d'eux, mais est-ce que ça peut être aussi un outil pour l'illustrateur dans ce cadre-là, en fait, en tant que support, non pas pour le remplacer, mais pour l'alimenter lui-même. Avec les défauts, parce que clairement l'outil l'IA, et Maud l'a clairement montré, et on va le remontrer tout à l'heure, a encore des défauts, même si ça améliore, comme tu le disais Pierrot tout à l'heure. Est-ce que ça peut pas être aussi un outil au support d'eux, quoi? Est-ce qu'il y a vraiment une demande, tu vois, pour aller plus vite, gagner du temps et de l'argent? Est-ce qu'il y a une demande dans le milieu du jeu de société qui est de dire on n'a pas assez de jeux, on en veut plus, on en veut tout de suite? Il n'y a pas cette demande-là, elle n'existe pas. Il y en a déjà beaucoup. Il y a 1500 jeux français en France qui sortent, c'est déjà énorme. Les boutiques ludiques, elles sont gavées, elles ne peuvent pas vendre des jeux auxquels elles n'ont pas joué, qu'elles n'ont pas testé, elles ne peuvent pas les porter en fait et les vendre ensuite. Si tu as déjà 1500 jeux qui sortent par an et que tu en as, allez, on va dire peut-être 3000, ça va être exponentiel en fait et ça va être invendable. Y aura pas, enfin, tu ne pourras pas profiter, ça va être l'avenir ludique, il est pourri d'avance en fait. Je vais reprendre, ça ne vient pas de moi, c'est une remarque donc, de Pierrot que tu nous m'as envoyé il y a 15 jours en préparation, c'est l'IA, pour certains, ça va être une source aussi peut-être, enfin pas peut-être, plus sûrement, de surproduction et d'enchaîner sur la surproduction. En fait, si, un bon moyen pour un éditeur de vérifier si l'illustrateur travaille avec une IA ou pas, c'est très simple, c'est si vous demandez une illustration et si vous la livre en 2 jours, c'est qu'il travaille avec une IA ou alors qu'il bosse très 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 vite. Si je parle d'une illustration de couve, hein. Moi je mets 1 mois pour faire une illustration de couve sur un format on va dire un peu classique. Si on prend un Pass of Civilization, c'est 1 mois de travail. Si je me mets à la livrer en 2 jours, ça veut dire que soit j'ai vraiment pris du grade et du talent, soit je triche en fait. Après, il y a tricher et tricher, je vais être très franc. Moi je suis pas capable de dessiner une table en perspective. C'est assez connu, je suis nul, je ne sais pas dessiner une voiture, les tables en perspective, ça me gonfle. J'ai séché les cours de perspective, donc voilà. Je fais très bien les oreilles par contre. Mais une table en perspective, je ne sais pas faire. Quand j'ai dû faire Trax, où il fallait faire des rues entières en perspective avec des caméras placées en angle en haut de la rue, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Google et j'ai passé 1 mois à faire de la recherche de Google, prendre 3 photos pour en faire une à la fin, tout m'inspirer, décalquer, reprendre des objets, etc. pour pas y passer 1 an et demi. Parce que ça, j'aurais pu le faire en 1 an et demi, hein, mais c'était 1 an et demi d'illustration. Il n'y a personne qui est capable de payer ça, en fait. Donc, c'est pas tricher. Là, c'est un outil. Mais si on revient sur les IA, on va être franc. Quand on voit ce que l'IA est capable de faire, si un éditeur va faire appel à une IA pour une base, à 98%, il peut avoir une image finie. Qu'est-ce qu'il va se faire chier à demander à un illustrateur de dire... Parce qu'aujourd'hui, les moodboards qu'on reçoit, les intentions qu'on reçoit, c'est souvent des trucs faits avec des IA, plus avec des images tirées de Google. Donc à quel moment ça change d'appuyer sur le bouton, de dire j'enlève une personne en fait, de l'équation? C'est ça qui va se passer en fait. Et encore une fois, c'est très rapide. Et on arrive à une vitesse de production, et là j'insiste vraiment sur le fait que à quoi ça va servir? À avoir une surproduction qui est déjà hyper massive aujourd'hui. Ça va être effrayant. Peut-être même. Alors, moi, pardon, excuse-moi, je voulais juste répondre sur la couve de Pass of Civilization, quand tu as pris l'exemple. Tu dis qu'il te faut quasiment 1 mois pour la faire. C'est à peu près le temps que j'ai mis pour la faire. Alors... En fait, non mais c'est voilà, ce n'est pas une IA qui l'a faite. Et c'est assez. Je veux bien préciser Bah écoutez, alors je vais peut-être vous ramener mes fichiers Photoshop si vous voulez, mais je connais assez bien parce que c'est moi qui l'ai fait en fait. Juste un truc. Non, attendez. L'idée, on a commencé par la conférence en disant
dans le respect, la discussion, l'écoute. On ne va pas recommencer comme l'année dernière. C'est quoi ça n'a ton... rien Tout à à fait. voir. On peut en discuter et on peut le faire calmement et en tout respect. J'ai aucun souci. Il y a un micro qui circule, il est là-bas. Vous pouvez le très prendre. L'idée, c'est pas de commencer à être dans l'invective. Sinon, ça va tourner en autre boudin, ça c'est sûr. Ah ouais, bah, pour certains, ouais, je pense, ouais. Mais l'idée, c'est pas ça. C'est quoi ton processus de Justement, oui, si ça vous intéresse, je création peux expliquer sur comment on en est arrivé à ce Bernard, tu peux résultat-là. me donner le micro à un moment donné, juste là. Donc, pour en arriver à ce résultat-là, d'abord, il y a eu un entraînement sur les personnages. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu l'IA, qui auraient essayé, ce serait vachement de bol, qui est quand même tous les personnages comme ça, qui regardent tous dans le bon sens, qui est tous une lumière à peu près cohérente. Ouais, ce serait vachement du bol quand même. Voilà. En plus que ce soit suffisamment en haute définition, et en plus après que le jeu soit graphiquement, il me semble, plus ou moins cohérent, qui est toujours plus ou moins le même style. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, moi j'ai entraîné des personnages. J'ai entraîné des personnages sur base dans une IA. Et j'ai entraîné les personnages sur base de tableaux classiques. Alors, à la base de... alors, il y a du Fragonard, il y a du Delacroix. Alors, ouais, ce sont des illustrateurs que j'ai pompés, mais ils sont dans le domaine public normalement. Voilà. Donc, au début, je suis arrivé à avoir un style de perso parce que j'aime bien tous ces peintres-là. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé un rendu. Vous voyez, le rendu, il fait plutôt jeu vidéo, il fait plutôt contemporain. J'ai pas demandé, fais-les-moi avec le style de un tel ou un tel, parce que ça, comme je vous l'ai expliqué, je trouve ça dégueulasse. Et de toute façon, à mon avis, bientôt, ça sera Oui, mais plus ça, légal. il le fait naturellement. En fait, t'as pas besoin de lui dire, Ça fais-le moi dépend dans des le IA. style machin. Mais comme tu dis, il s'est entraîné. Alors, Donc, il s'est pas entraîné pour que le, sur pour le Fragonard. style, en fait, j'ai demandé, là, je vous file une de mes ficelles, j'ai demandé le style d'un moteur de rendu, en fait. Et d'un type de rendu, quand on parle de moteur 3D, pour ceux qui connaissent le truc. Et c'est pour ça que j'ai cet effet un peu lissé sur les persos. Oui. Il s'en est suivi plein de générations, plein de directions artistiques, parce qu'on a voulu avoir une couverture où il y a une parité homme-femme, une couverture qui était multiraciale, où on pouvait inclure plusieurs personnes. Et ça a mis des plombes. Après, comme vous le savez, les IA, ça fait des personnages avec 6 doigts, les yeux décalés. Enfin, il y a eu aussi tout un travail de retouche et de compositing. Je vais te couper. Et pour être... Quel est l'intérêt de retravailler de cette manière-là dans ce cas-là? Si c'est parce que Alors, l'intérêt, c'est ce n'est pas de gagner du temps avec ce que nous, on a envie de faire. Là, au point de vue gain de temps, Pierrot dit il aurait mis un mois, c'est à peu près le temps que ça m'a pris. En fait, où est-ce que j'ai gagné du temps? Eh bien, c'est-à-dire qu'entre ma DA, plutôt que de la filer après un illustrateur et d'avoir des allers-retours, parce que vous savez bien quand on bosse avec des allers-retours, des modifs, enfin tous ceux qui bossent le savent, eh bien, en fait, il y a eu un énorme gain de temps, plutôt que d'envoyer des paquets d'emails, des machins, de je fais une flèche, là regarde le perso, plus à gauche, plus à droite. J'avais plus facile à mettre d'accord avec moi, en fait. C'est bête. L'IA ici, j'ai quasi fini, elle a servi à suppléer un manque de technique que j'ai. Moi, je suis pas capable à la main de dessiner des persos comme ça, de faire des dégradés comme ça. Je peux le faire avec de la 3D, mais ça va me prendre des plombes. Et donc là, ça m'a permis de gagner du temps vis-à-vis de moi. Vis-à-vis du temps passé par un illustrateur, je pense que c'est pas un gain de temps. Ou alors, c'est un éditeur qui bosse rapidement en IA, comme le dit Pierrot, quand c'est fait en 2 jours. Le résultat, il est dégueu, il n'est pas à la hauteur de, en tout cas, ce que moi, j'espère avoir. Est-ce que Cédric, bonjour à tous, est-ce que Cédric, tu veux bien juste dire sur quel moteur d'IA tu as travaillé? Et tu parlais du fait que tu l'avais entraîné sur des tableaux de Fragonard et tout ça. Ça veut dire que tu as fait la démarche d'entraîner toi-même, donc tu as en quelque sorte travaillé sur ton propre produit. Tu n'es pas allé chercher chez Dali par exemple, ou Midjourney, ou peut-être que tu as fait un assemblage de tout ça. Est-ce que tu peux préciser un petit peu? Oui, je vais préciser. Alors je vais préciser. En fait, Path of Civilization est un boulot qui a commencé il y a 1 an et demi. Moi, je travaille avec l'IA depuis plus longtemps que ça. Et effectivement, au début, on n'avait pas encore le choix sur énormément de trucs. Donc effectivement, il y a eu du Dali. Effectivement, il y a eu du Midjourney. Et il y a eu aussi du Stable Diffusion. Ce qu'il faut savoir, c'est que même un Midjourney, on peut l'entraîner avec des images pour lui demander de suivre plus un style qu'un autre. Par contre, effectivement, on ne peut pas contrôler tout ce qui est en source sur Midjourney. Donc, maintenant, la façon dont je travaille, c'est uniquement avec du Stable Diffusion sur entraînement avec des bases de données qui me sont personnelles. Mais effectivement, sur le développement de Path of Civilization,
il y a eu aussi du Midjourney, c'est tout à fait vrai. Il y a eu aussi du DALL-E. À l'époque, il n'y avait pas encore de scandale en disant ah tiens, ça utilise tel truc, tel truc. Donc, effectivement, je ne sais pas quels sont les millions d'images qui ont servi à l'entraînement de DALL-E ou de Midjourney. Par contre, ce que je peux vous dire et vous assurer, c'est que j'ai jamais demandé à faire fais-moi ça avec le style de Pierrot ou le style de Vincent Dutray, parce que là, ouais, c'est du vol, quoi. Mais ouais, mais encore une fois, t'as beau lui dire juste utilise que du Fragonard, elle va jamais elle aura forcément besoin de 10 000, 100 000 autres visuels de référence de rendu tirés de visuels qui n'ont pas été validés et consentis. T'as beau mettre que Fragonard, trouve une IA qui travaille qu'avec du Fragonard comme référence et aucune référence ni photographique ni picturale d'un quelque autre artiste. C'est pas possible. Alors, c'est pas possible sur Midjourney, mais c'est possible avec d'autres IA, tout à fait. Ils sont entraînés au préalable avant avec... Non, là, tu peux vraiment demander à suivre un style et tu peux avoir des IA qui sont entraînées essentiellement sur base de photographie, c'est-à-dire que si tu lui demandes de dessiner, je sais pas, une pyramide ou autre, elle va se baser effectivement sur des milliers de photos qu'ont pris des touristes auprès des pyramides parce qu'ils sont allés pomper la base de données de Facebook, par exemple. Et donc, elle sait ce que c'est qu'une pyramide, elle sait la forme que ça a ou autre, mais tu peux tout à fait contrôler le fait d'utilisation des styles artistiques des autres, et même tu peux, enfin là, bon, je vous livre un mini scoop quand on est dessus. Nous, on travaille en ce moment avec des illustrateurs et des illustratrices qui nous ont fait confiance, où en fait, on a rentré leur création, on a entraîné des IA avec toutes leurs images, et derrière ça, on est capable de générer avec eux, j'insiste bien, et pour eux, des illustrations de manière très rapide, des premiers jets. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours sur des trucs finaux. C'est pas toujours une très haute qualité, mais de temps en temps, des trucs absolument géniaux. Et en fait, en travaillant ensemble, ça leur permet de gagner un temps fou, et ça nous permet à nous aussi de gagner un temps fou. Il va falloir de toute façon légiférer, comme vous l'avez dit, et surtout, c'est pas que l'histoire de la législation qui entre en compte, c'est aussi les humains. Moi, j'ai un illustrateur qui est d'accord de bosser avec moi avec ce genre de technique, naturellement, qui doit être rémunéré. S'il accepte de signer la boîte en disant bah, c'est mon boulot, le processus qu'on a trouvé, c'est on génère ensemble, on obtient des résultats. L'illustrateur derrière dit ah mais attends, là je l'aurais quand même pas fait comme ça, j'ai changé ce truc-là, j'ai rajouté un détail, j'ai retouché ce truc-là, et à la fin, l'image, elle est bien de son fait, avec sa technique, avec son look, elle ne dénote absolument pas dans tout ce qu'il a fait. Alors, et naturellement, il va falloir rémunérer. Ouais, mais Cédric, et c'est normal. Alors pour moi, il y a un peu une contradiction, si je puis me permettre, dans ce que tu dis. Parce qu'au tout début, tu dis tu as travaillé sur Pass pour éviter les allers-retours avec un illustrateur. Puis finalement, tu le refais là. Sauf que le travail, il n'est pas fait par... entre guillemets, en fait, c'est un peu comme si tu inversais les rôles. Parce que tu te mets à la place de l'illustrateur et tu génères via l'outil, via l'IA. Et en fait, c'est ton illustrateur qui va te dire ah, mais moi, je ne l'aurais pas fait comme ça et j'aurais fait la main de telle manière ou telle manière. Donc, au final, c'est un peu une inversion de rôle et c'est comme ça que je le ressens. Donc, quand tu me le dis, en fait. C'est pas tout à fait ça. L'idée, c'est de se dire chouette, on a envie de bosser ensemble. Chouette, on adore ton style, il correspond bien à ce qu'on a envie de faire ici. On a entraîné l'IA. On obtient des résultats que nous, on génère, parce qu'il y a tout le côté direction artistique derrière. Il ne faut pas croire qu'une IA, ça marche tout seul. Hein. Donc tu fais toute une DA derrière pour obtenir des résultats. Et en fait, moi, il n'est pas question, en tant qu'éditeur, que je puisse dire à mon illustrateur « Hey, surprise, les images, ça va être ça ». Non, parce qu'il va les signer. C'est basé sur son boulot. Donc il a un droit de regard sur ce qui va sortir. Et c'est un travail d'équipe. Et en fait, ça nous permet d'obtenir quelque chose. L'idée, c'est de gagner du temps. C'est de gagner du temps. Comme Pierrot le disait, si l'illustrateur te propose le truc en 2 jours, c'est qu'il l'a fait en IA. S'il te propose en 1 mois, c'est qu'il l'a fait. Eh bien ici, l'idée, c'est que ça va pouvoir être l'illustrateur qui l'a fait, ou on ne va pas le proposer en 2 jours, plus un petit peu de retouche, et on aura un résultat qui sera tout à fait acceptable. Excusez-moi, j'ai juste une question, parce que du coup, de formation, je suis là. Je suis ingénieure et du coup, je m'intéressais pas mal aux problématiques du machine learning, donc ça me parle.
j'ai fait un virage et du coup j'apprends le dessin pour être illustratrice. Et, alors c'est pas le meilleur choix, c'est audacieux. Hein, mais... c'est un processus long et je trouve qu'il y a quand même un manque d'humilité à en fait se prétendre artiste sans passer par tout ce travail, mais ça c'est encore autre chose. Mais juste vous parlez d'IA éthique, sauf que pour Path of Civilization, vous avez utilisé du coup Midjourney, DALL-E, etc. Et quand vous parlez d'entraînement du coup éthique de base de données, en fait, à moins que vous créiez votre propre modèle, votre propre algorithme et avec vos propres bases de données, je suis pas sûre que ce soit le cas. Parce que pour moi, les IA que vous allez utiliser, elles seront forcément alimentées depuis des mois et des mois. Parce que, je veux dire, c'est des sujets sur lesquels j'ai travaillé c'était quand ? Il y a 5 ans. On parlait déjà d'intelligence générative d'images. Ça existait déjà, en fait. Et c'est juste que ça a été démocratisé par OpenAI, là, il n'y a pas longtemps. Mais j'ai du mal à voir votre positionnement sur le IA éthique, en fait, et le... Vous aussi. Alors, il y a 5 ans, c'est certainement sur des modèles comme Disco Diffusion que vous avez dû travailler ou des choses comme ça. En fait, ici, l'IA que je cite, ce n'est pas du tout Midjourney ni DALL-E. On parle de Stable Diffusion qui est totalement paramétrable, sur lequel vous pouvez effectivement entraîner avec vos bibliothèques d'images. Et en ce qui concerne, on va rentrer dans le technique, mais en ce qui concerne les registrations, c'est-à-dire les images de redirection de la modélisation du réseau de neurones, là, vous pouvez tout à fait utiliser des tas de trucs avec des images qui sont bien entendu du domaine public. Mais bon, ça commence à devenir un peu tech, quoi. Il y a une technique aussi, c'est le blanchiment d'images. C'est-à-dire que tu vas générer des images en IA de manière pas éthique, hein, on est d'accord, tout ça, et ensuite tu vas les réinjecter dans cette base de données-là, Par exemple, et ça les blanchit comme la technique du blanchiment d'argent, et du coup, ça te fait un truc, tu as l'impression que c'est éthique, mais pas tant que ça. Oui, parce que vous avez parlé d'Adobe tout à l'heure, qui utilise effectivement des images dont on a consenti, etc. Mais sur Adobe Stock, il suffit de se balader 2 minutes pour voir qu'il y a plein d'images qui ont été générées par d'autres intelligences artificielles et qui sont en fait disponibles pour entraîner la propre intelligence artificielle de Adobe. Et Adobe, en fait, quand tu coches la case « Je veux une image non générée en IA », il va quand même t'en fournir. Voilà. Et ça, c'est vraiment très, très malhonnête de leur part. Ouais, voilà. Et ça, c'était une petite aventure qui m'était arrivée. Donc, un éditeur voulait de l'illustration rapide déjà faite et tout, donc voulait investir et payer un illustrateur qu'il ne connaissait pas pour avoir une image qui se rapproche le plus de ce qu'il voulait. Il a bien coché la case « Je ne veux pas d'IA » et il est tombé sur des images qu'il a achetées. Et puis un de ses confrères avait des doutes sur l'origine de cette image, est venu me voir pour me demander ce que j'en pensais. C'était clairement, ça c'était ma version ensuite plus tard, c'était clairement de l'IA, ça se voyait parce qu'il y avait des incohérences qui à l'époque étaient facilement détectables par un œil avisé. Et donc moi je lui ai proposé, si tu veux, je peux essayer de retravailler par-dessus et donc de me mettre dans la peau d'un artiste qui utilise l'IA comme un outil et non un service. Et ça a été pénible parce que du coup, tu as zéro créativité. Tu dois repasser par-dessus les pixels, des pixels qui ne t'appartiennent pas. Il n'y a aucun plaisir, mais ça, à la limite, le plaisir, c'est pas ce qu'on demande à un illustrateur de jeux de société de prendre du plaisir dans son travail. C'est pas la priorité, mais ça joue ensuite sur la qualité de l'image. Donc là, j'ai recouvert quasiment 100% du visuel de tous mes pixels à moi. Et Hive Moderation a détecté quand même malgré ça qu'il y avait genre 60% d'IA derrière. Ça m'allait très bien, je trouvais ça très fair-play. Mais tout ça pour dire que Adobe Stock n'est pas honnête. En tout cas, à cette époque-là, il y a 6 mois, en tout cas, fallait pacifier en fait. Si tu veux des images non générées en IA, tu en auras quand même. Et tu peux pas le vérifier, quoi. Et attention, Google Images, c'est pareil. Si à une époque, chercher une image pour s'inspirer, une image de doc ou quoi que ce soit, 80% des images qui sortent sont des images d'IA. Il y a plus, enfin, les photos. Si vous voulez prendre, moi je devais récemment pour une doc trouver des photos du Louvre.
faut mieux vaut aller au Louvre direct. Hein, C'est parce compliqué, que trouver une photo du Louvre, c'est pas généré par une IA, ça n'arrive pas. J'ai eu des angles incroyables d'œuvres où il n'y avait personne, en pleine journée, super efficace, mais pas une vraie photo. Et là, on est dans l'appauvrissement culturel aussi. Et dans le... enfin, il faut savoir, et c'est ce que je pense qu'Étienne Mineur a ce type de valeur-là quand il enseigne à l'école, le fait de continuer d'apprendre à apprendre, de ne pas se reposer sur... ça va être un vrai travail. Moi, je souhaite grand bon courage aux étudiants artistes aujourd'hui pour réussir à rester créatif quoi qu'il, quoi. C'est vraiment, il y aura un gros travail parce que c'est hyper tentant d'être illustrateur. T'as un illustrateur qui vient en école pour mettre la main à la pâte, pour sortir des choses de son cœur, de son âme, et là on lui dit non, attends, on va te mettre un outil, tu vas voir, ça va t'aider si t'as pas d'inspi, si t'as pas le temps, vas-y, t'as ça. Mais moi je suis pas venue pour ça en fait, je suis venue pour apprendre à apprendre. Donc c'est la pensée complexe, qu'on appelle la pensée complexe, et ça, c'est un vrai défi aussi pour ça. C'est quelque chose qu'on est en train de perdre en fait, malgré tout. David. Tu vois. Bien le bonjour. Waouh, c'est bon. Ouais. Salut. Oui, c'était juste pour revenir sur la discussion entre Gaëtan et Cédric sur le travail avec un artiste dont l'éditeur aimerait le style, mais dont l'éditeur générerait quand même l'illustration et ensuite l'artiste repasserait dessus. Je n'ai pas vraiment trop compris le truc, puisque du coup, si tu aimes le style de l'illustrateur, pourquoi tu lui demandes pas tout de suite de faire le... Petite blague, si t'aimes le style mais pas la personne, ça t'évite d'avoir à la supporter, quoi. Attention, c'est vachement commode. Hein. Moi, il y en a plein, je suis sûr peut-être qu'ils aimeraient bosser avec moi, mais pas avec moi en fait. Donc, tu vois, ça peut aider peut-être. Alors, il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte, mais la chose principale, c'est le temps, en fait. Il y a certains illustrateurs qui sont complètement blindés, complètement bookés, et lorsque tu demandes des illus, on te dit pas avant l'année prochaine, parce que je dois faire tel jeu pour un tel jeu pour un tel jeu pour un tel, et c'est chaud. Et il y a aussi le temps de réalisation pour l'éditeur. À savoir que, effectivement, comme le soulignait Pierrot, il y a effectivement une production importante à l'heure actuelle et que c'est intéressant pour un éditeur de pouvoir faire les choses plus rapidement. Alors, plus rapidement, ça ne veut pas dire moins bien, mais plus rapidement, il faut savoir, quand on est éditeur, outre l'amour du jeu que l'on a, le fait qu'on a envie de partager du plaisir avec les gens et de faire jouer des gens sur un salon comme ici, derrière, il y a aussi des gens qui ont un boulot, qui ont un salaire, et ça coûte de l'argent, tout ça. Donc, quand il y a un moment où on peut gagner un peu de temps, ça génère effectivement une économie. Pardon ? Oui, c'est ça, le temps que tu as pris à faire cette ouverture. Sur Pass of Civilization, c'était pas forcément un bon plan en fait, parce que j'y ai passé un temps de fou. Ça a été un temps de fou, mais ça a été une expérimentation pour nous. Il faut savoir, on n'était pas encore excessivement avancé sur le sujet. D'ailleurs, au début, le sujet de l'IA ne portait pas à polémique quand on a commencé à bosser sur Pass of Civilization. Et c'est quand on était à peu près à la moitié du boulot que tout d'un coup, ça a posé des gros problèmes à des tas de gens. On s'est dit, ah ok, mince. On le fait quand même. Oui, on le fait quand même parce qu'il était trop tard pour faire marche arrière. Et malgré tout, Captain Games, c'est une boîte qui s'est lancée il n'y a pas très longtemps. Il y a 5 personnes. Et se dire, waouh, il faut qu'on tienne un an de plus avec les salaires et tout sans rentrer, c'était pas économiquement viable, quoi. Et si c'était à refaire, tu le referais ? Ah, si j'étais à refaire, je le referais certainement différemment. Parce que ça a été... Non, mais et même sur l'histoire de Midjourney, maintenant on sait que Midjourney a sourcé en allant chercher des trucs qui sont pas cool. On sait qu'il y a d'autres IA qui, elles, sont cool et ne sont pas en train de piller. Effectivement, à l'époque, j'avais pas une formation sur l'outil comme j'ai maintenant. Et je choisirais en tout cas très différemment les outils. J'aimerais bien rebondir là-dessus. Bonjour, je suis illustrateur. Et la question,
la question finalement, je rejoins Maud sur ce que vous disiez, c'est que pourquoi faire ça en fait? C'est-à-dire que j'imagine qu'ici on aime tous les jeux de société et quand on crée quelque chose, on a envie de raconter certes l'histoire dans le jeu, mais on apprécie aussi l'histoire du jeu, comment on en est arrivé là, comment le créateur en est arrivé là, comment l'illustrateur en est arrivé là. Et moi je trouve que l'IA, elle est intéressante, mais au final, elle tue ça, elle tue la créativité, elle tue le renouvellement même du jeu. Et si on proposait une IA qui remplacerait les créateurs mécaniciens du jeu, bah, finalement, à quoi ça sert? Pourquoi être des humains finalement? Pourquoi on n'arrêterait pas tout simplement, je vais un peu loin, j'exagère, mais pourquoi le faire finalement? Eh bien, Merci. Pardon, tu veux répondre ? Non, vas-y. Pourquoi utiliser de l'IA? Eh bien, l'IA ne se substitue en aucun cas à l'humain. Hein, c'est ce que j'ai dit en préambule. Contrairement à Pierrot, moi je pense vraiment que c'est un outil. Et que cet outil, voilà, cette IA, elle est complètement débile. C'est un marteau. Si je m'en sers pour enfoncer des clous, c'est cool. Si je m'en sers pour taper sur la tête des autres, c'est moins cool. Donc, c'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Il faut l'utiliser d'une manière qui soit utile et intéressante. Maintenant, pourquoi nous, on l'a utilisé? Pourquoi je pense avoir pu l'utiliser? C'est parce que j'ai aussi un background. Moi aussi, je suis passé en école d'art. Moi aussi, je me suis tapé du crowbar, des cercles chromatiques, des trucs comme ça. Alors, je n'ai pas le talent que vous avez à la main. Moi, je ne dessine pas à la main. Moi, je fais de la 3D ou du vectoriel. Enfin, j'utilise d'autres outils. Et j'avais les compétences derrière pour retoucher les images. J'ai fait aussi énormément de DA précédemment et en amont. Et ça, c'est ce qui m'a permis aussi de piloter cette IA. En fait, l'IA, pour moi, elle s'est juste substituée à un geste technique. Par contre, elle ne s'est pas substituée à une création narrative et une création de l'image. J'avais pris un exemple l'année dernière lors de la conférence, je vais me permettre de le reprendre. Si tu dis, ouais, je veux une illustration avec un monstre et une petite fille, et que tu demandes ça à mi-journée, voilà, tu peux en générer 100, il va y avoir des trucs sympas, des trucs moins sympas. Des fois, il va y avoir un coup de chance avec un truc extraordinaire. Point barre. Si maintenant tu demandes cette même illustration en disant je voudrais une contre-plongée, je voudrais la petite fille au premier plan avec des formes rondes, je voudrais que le monstre soit à l'arrière-plan, qu'il soit beaucoup plus grand, qu'il ait des formes aiguës, je voudrais un éclairage dramatique, donc hyper contrasté, genre nuit d'orage, je voudrais un avant-plan peut-être avec des ronces qui va gérer un effet dramatique, on se dit ah mince, la petite fille ne peut pas reculer. Tout ça, c'est de la narration, c'est du storytelling, et l'image que tu vas obtenir en résultat sera 1000 fois plus intéressante que si tu avais juste demandé à mi-journée, fais-moi un monstre et une petite fille. Eh bien, je pense qu'il y a un vrai travail qui existe ici, qui est aussi un vrai travail de création. Et l'IA ici se substitue juste à un geste technique. Il y a une Du coup, question juste là. c'est pas du tout ce que je voulais dire au départ, mais du coup, je réagis à ça. Personne n'a dit que ça, c'était pas un travail. D'ailleurs, c'est ce qui se passe tout le temps, sauf que ça, on le dit à l'illustrateur et pas à l'IA. Cette description, je voudrais une fille en contre-plongée, le monstre derrière, je briefe des illustrateurs, donc ça c'est mon métier. Je suis pas illustratrice et en fait c'est deux choses qui n'ont rien à voir, et en plus l'illustrateur, lui, il peut venir me dire ok, je vois ce que tu me proposes, je te propose autre chose, est-ce que tu penses pas qu'on pourrait plutôt faire comme ci comme ça? C'est ça qui est intéressant, et c'est en fait j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose. Le geste technique, c'est de l'art, en fait. C'est pas juste l'idée qui est de l'art. Si j'étais juste toute seule, je ferais rien sans l'illustrateur. Bon, ça, c'est juste une réaction, parce que je trouve ça étonnant de le défendre comme ça, comme si l'illustration, c'est juste un geste technique, mais ce qui est important, c'est le concept. Mais ma question, c'était, moi j'ai adoré, Maud, ce que tu as fait, je l'avais vu sur Facebook, je trouve ça hyper intéressant. Et tout à l'heure, tu as dit, Cédric, je peux partager mes fichiers Photoshop. Honnêtement, ça m'intéresserait de voir d'où c'est parti, la couverture de Path of Civilization, et où c'est arrivé, et à quel point justement tu as retravaillé. Franchement, je trouverais ça hyper intéressant si tu es ouvert au fait de montrer ça. C'est vrai. Je pense que ce que je vais faire à un moment, c'est que je vais peut-être faire un petit post internet en montrant les différentes étapes du travail. Parce qu'il y a plein de gens qui se sont imaginés ah, Path of Civilization, ça a été fait en IA, les mecs, ils l'ont fait en 5 minutes. Et c'est vraiment à des années-lumière de ça. Pierrot, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais dire, en fait, il y a une question juste là. Pourquoi utiliser de l'IA? Alors, très rapidement, l'idée, là, et dernière, on a revenir sur la notion un peu d'intelligence artificielle. Moi, je pense que
Non, du coup j'ai oublié. Ouais. Non, mais, Ouais. non, mais on rebondit sur plein de choses et je pense qu'on mélange un peu tout en fait. Une IA, c'est un outil, mais c'est surtout on enlève des gens en fait. On enlève des gens dans l'équation. Cédric, quand il travaille, alors moi je comprends pas. Si je suis illustrateur, je vais jamais filer à un éditeur mon taf, lui dire vas-y scanne toutes mes images et après tu te passes de moi. En fait, c'est pas ça. En fait, bah oui, mais enfin si, tu sais très bien que c'est un peu ça à l'arrivée. En fait, la personne qui fait ça, moi je comprends pas sa démarche. Comme je comprends pas vraiment la démarche de quelqu'un qui va mettre. Moi, par exemple, là, pour un boulot pour Mattel l'année dernière, j'ai reçu donc mon premier mood board. Donc un mood board, pour vous décrire, c'est on vous envoie un tableau de ce que l'éditeur voit pour les illustrations. Avant, on avait des vieux montages Photoshop pourris, des images Google Images, des documentations d'autres œuvres d'art qui pourraient inspirer, etc. Et là, j'ai reçu un truc très précis, c'était entièrement fait avec de l'IA. Chez Mattel, les directeurs artistiques, ceux qui vont guider les illustrateurs, ont le droit d'utiliser l'IA pour faire leur mood Ça board. rebondit sur ce que disait Vincent tout à l'heure. Tout à fait. Ce que j'entends parfaitement, ce qui est très pratique, ça évite une recherche peut-être un peu laborieuse et longue sur Google et d'être beaucoup plus précis dans sa commande. Bon, après, parler avec quelqu'un au téléphone, en visio ou un truc comme ça permet d'être assez précis. Moi, ça m'a fait bloquer un instant. Au début, je me suis dit, waouh, les images, elles sont classe, il va falloir que je fasse mieux. Spoiler, j'ai pas été capable, hein. C'était vachement bien fait leur truc. Et surtout, ça m'a complètement bloqué en fait. C'est-à-dire qu'arrivé à un point, ma part de créa, ça a été de dire, faut que je fasse mieux. Je ne suis pas une machine, donc globalement, je ne fais pas 6 doigts à une main, mais sinon, ils ne sont pas parfaits mes doigts, quoi. Donc voilà, en fait, on va enlever de l'humain à un moment ou un autre dans la créa, etc. Et surtout, moi, on pourra rebondir dessus pendant des heures et des heures. C'est pourquoi on essaye de gagner autant de temps, en fait. Pourquoi, c'est quoi cette course au truc? On s'en fout de tout ça, en fait. Le temps long. Moi, j'ai un ado de 15 ans, j'essaye de lui expliquer un tout petit peu qu'il y a certains trucs, s'il en chie pour le faire, et si ça lui prend du temps, c'est cool. Parce que c'est ça qui apprend, en fait. Là, il a fait, pour son stage de 3e, on lui a demandé de faire un pendu en Python, en code. Bah, il y a passé des semaines. Puis un jour, il rentre à la maison, il me dit j'ai passé la soirée sur ChatGPT hier, je lui ai demandé à ChatGPT de me coder mon pendu en Python. Je fais il l'a fait. Il m'a dit ouais, il l'a fait, ouais. En 3 secondes. Je fais ouais, il a affiché le code, ouais. Et puis je l'ai copié. Ok, et t'as joué à ton pendu? Il m'a dit quoi? Je lui ai dit t'as joué à ton pendu? Il m'a dit non. Je fais parce que c'était quoi le but? C'était de jouer un pendu ou de le faire ton pendu? Ah bah oui, il était bugué l'ado. Il a passé 3 secondes à faire un truc sur lequel ça faisait des semaines qu'il apprenait à faire planter son ordinateur. C'est ça qu'on veut en fait, c'est ça qu'on veut quand un illustrateur travaille sur une image, quand on crée quelque chose, elle est belle parce qu'on y passe du temps en fait, uniquement pour ça. Et parce que ça nous a pris du temps d'en chier à apprendre à faire une putain de main. Désolé, c'est un peu vulgaire quand même, hein. Ça monte, c'est parce que ça monte. Mais de penser à faire que 5 doigts, avec des articulations possibles, c'est cool en fait. Donc, mais ça prend du temps. Et je pense que là, cette course contre le temps, je la trouve con en fait. Et moi, je trouve ça super intéressant parce que cette notion de temps long, on l'a sur plein de choses en fait. Je vais juste me permettre, parce qu'il ne reste pas tant de temps que ça, mais on va y arriver, mais dans l'idée, c'était qu'on voulait enchaîner un peu justement dans ce qui est une nouvelle frontière et tout ce qui est ensuite. Parce que c'est vrai qu'on a naturellement tendance à rester sur la partie comment dire, illustration, mais ce que tu me dis, on peut l'appeler, on parle de ChatGPT, on peut parler du narratif, on peut parler de la vidéo, tu en parlais tout à l'heure, et autres. Et cette notion de la valeur du temps long et l'éloge du temps long qu'on peut avoir et sur l'appréhension, c'est de plus en plus important en fait. Et cette technicité d'un autre côté, je vais me faire l'avocat du diable, c'est-à-dire que en fait l'IA n'apprend rien, elle fait juste comment dire, de la retranscription et du globi-boulga, on va dire comme ça, ou quoi que ce soit. Je schématise la chose, mais la création, elle a besoin de se nourrir de création, et la problématique c'est d'où elle vient en fait. Que ce soit au niveau du texte, que ce soit au niveau de la vidéo, que ce soit au niveau de l'image, et que si à un moment donné, là je me mets un peu à parler à la place des intervenants, mais quand tu le dis, on va plus apprendre, en fait on va déplacer nos cerveaux au niveau des ordinateurs. Attention, l'année dernière, quand j'ai dit ça, on m'a traité de vieux réac. Je te rappelle, c'est à ce moment-là, parce que je voulais me réserver la créativité. Hein, donc. Et là, pour ceux qui n'ont pas regardé, ce qui est très intéressant, je vous encourage à regarder l'interview de Frédéric Henry auprès de Philibert, où il parle justement de l'IA, où à un moment donné, il parlait un peu de l'appauvrissement globalement. Mais donc ça veut dire comment tu vas
justement générer cette créativité. Comment on va arriver, c'est cette partie-là. Comment on va l'apprendre en fait. Et là justement, en tant qu'éditeur, enfin, à un moment donné, il y a un peu, je vais repartir sur l'éthique. C'est-à-dire que cette perte, en alimentant de manière générale ces IA, on en a partout. Ok, de toute manière, on est tous conscients autour de la table, je pense, que de toute façon, c'est un mouvement inéluctable. Mais la problématique, c'est les IA, on en a partout. On en a pour des hôpitaux, pour faire des radios, pour faire tous tes trucs. C'est général. Comment arriver après à maintenir cette créativité et à maintenir, éthiquement ses compétences. Parce qu'en fait, si tu peux le faire actuellement, c'est qu'il y a des gens qui ont été formés, c'est des gens qui ont appris. Et en fait, à un moment donné, est-ce qu'on ne va pas appauvrir l'ensemble en fait? Alors, tu pars d'un postulat, c'est que tous les illustrateurs seraient remplacés par l'IA. Moi, en tant qu'éditeur, tous mes jeux ne vont pas être faits en IA. On en a fait un pour essayer. On a des tas d'autres. D'ailleurs, on a même des jeux qui ont été faits. On a même un illustrateur en interne dans la boîte. Hein. Adrien, coucou. On a même des jeux qui ont été faits, illustrés par Adrien, où les gens ont fait « Ouais, c'est dégueulasse, c'est fait en IA ». Non. Nous, on va encore bosser avec des illustrateurs. On va bosser avec des illustrateurs, on a bossé avec de l'IA. Peut-être même qu'on va essayer cette technique hybride que j'essaie de mettre en place, mais ça c'est plus parce que c'est ma marotte en termes de recherche et qu'on obtient des trucs chouettes et que les illustrateurs avec lesquels je bosse, et illustratrices, m'ont dit « Ah, ça c'est intéressant, il y a un truc là derrière ». Bah, voilà, mais ce ne sera pas que l'IA va gouverner le monde demain et il n'y aura plus d'illustrateurs, quoi. Je pense qu'on va arriver aussi à un moment où il y a des IA qui vont commencer à peut-être faire du game design, peut-être remplacer même des éditeurs. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à remplacer des illustrateurs ou que les illustrateurs eux-mêmes se mettent à se remplacer eux-mêmes en faisant appel à des IA, qu'on remplace aussi les auteurs, on crée une concurrence déloyale dans ce petit milieu, on va créer une concurrence aussi déloyale d'un éditeur à un autre qui lui va vouloir prendre le temps de s'appliquer à sortir un jeu de qualité avec une âme dedans, tout ça. Où je voulais en venir, pourquoi on ne se passerait pas aussi de l'éditeur? Et dans ces cas-là, qu'est-ce que ça va devenir en fait? Tout ça, ça va être une réaction en chaîne, parce que les éditeurs qui vont vouloir faire du slow game, ils vont être complètement dépassés par tu vois, là, l'année dernière, tu avais commencé ton jeu. Là, cette année, il y en a quoi? Il y en a 4-5. Il y en a 4-5 qui sont sortis, des jeux illustrés en IA, juste illustrés en IA. Il doit y en avoir au moins peut-être 10 ou 20 déjà dans les tuyaux l'année prochaine. Enfin, je veux dire, c'est exponentiel. Donc, en fait, il y a réellement, là, demain ou dans 5 ans, moi, j'ai vu des commentaires de gens qui me disaient « Ouais, rendez-vous dans 2 ans, quand 80% des jeux seront créés en IA ». C'est pas les valeurs, en fait, c'est pas ce qu'on veut pour l'avenir du jeu de société. On revient dans le jeu de société, c'est vraiment pas ça qu'on veut. Surtout dans un moment où on veut que le jeu de société devienne un objet culturel. Donc, alors justement, on a une conférence après sur le produit culturel, on y reviendra. On va peut-être laisser les questions un peu dans la salle parce qu'on en a pas mal, il ne reste pas beaucoup de temps. Oui, je vous remercie. Alors j'ai bien compris qu'il y avait une grande inquiétude de la part des illustrateurs. Donc j'en suis désolée. Moi, ma question, elle est à l'opposé, c'est-à-dire quelle est la législation et donc quelle est la limite juridique dans l'utilisation de l'IA pour la génération d'images quasiment à 100%, sachant qu'il y a quand même une part derrière de l'auteur ou du designer qui va fortement photoshopper derrière l'image. Je pense que tu peux aller au-delà de l'image. Tu peux parler du texte, tu peux parler de la vidéo, tu peux parler de tout. Ouais. Si je peux me permettre, j'en ai parlé avec Étienne Mineur, justement, qui était là à la conférence l'année dernière, où dans son discours, c'était d'ici 2-3 ans, il faut estimer que 15% des gens dans le monde vont perdre leur boulot, en fait. Parce que l'artiste, la photographe, non mais ça comédien, je suis d'accord, mais c'est pas ma question. Ma question c'est quelle est la législation. Non mais je rebondissais juste pour dire que tu disais les illustrateurs s'inquiètent de la perte de boulot. Perso, à part si ton métier, donc pour tous les gens qui sont ici, si votre métier c'est toucher quelqu'un, toucher de la matière, vous êtes potier ou quoi que ce soit, si votre métier vous amène pas à avoir un contact physique avec quelque chose, vous êtes directement menacé par une IA. Nous, l'année dernière, on traversait les IA, les gens nous prenaient dans les bras et nous disaient « Oh, vous les illustrateurs, ça va être chaud et tout ». Non, mais c'est tout le monde. Mais je suis d'accord, puis dans
plein de corps de métier. Il y a pas... Là, aujourd'hui, c'est on vraiment, est sur... vraiment, c'est Étienne Miser parlait de 60% de gens qui allaient perdre leur taf. Hein. Je pense que c'est ça le revenu universel. Mais, ça va voilà, être mais pas moi, mal, hein. j'aimerais... parce que jusqu'à maintenant, on a beaucoup abordé le problème des illustrateurs. Donc voilà, je suis désolée pour vous. Mais moi, j'aimerais avoir une réponse sur la législation si on utilise l'IA pour la génération d'images. Alors moi j'ai une partie de réponse. Comme l'a dit Maud, il y a effectivement des réflexions qui sont en cours au point de vue législation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réflexion actuelle, l'une des réflexions actuelles, c'est que en fait, qu'est-ce qu'est une œuvre, hein, une œuvre au point de vue légal, hein, dans le code civil qui est protégeable, c'est une création qui résulte d'une activité intellectuelle ou artistique. Donc autrement dit, c'est quelque chose qui est créé, c'est un support qui est créé, qui est le fruit d'une réflexion. C'est-à-dire quelqu'un qui a pensé en se disant, bah tiens, je vais faire telle image de cow-boy, je vais faire telle couverture avec des triangles, machin truc. Voilà, donc c'est que vous avez pensé votre création en amont pour la réaliser. Le geste n'intervient pas dans la définition légale. Et il semblerait, mais ça c'est pas moi qui vais faire les législations, que lorsque l'on peut prouver que c'est le fruit de plusieurs itérations, même lors d'une création en IA, qu'il y a vraiment une réflexion derrière, une direction artistique pour obtenir un résultat, que ce soit effectivement protégé par le droit d'auteur. Maintenant, je vais mettre des gros guillemets, on parle d'une création qui serait faite sans se baser sur des images, sans être allé piller les images d'autres personnes, parce que dans ce cas-là, ça s'appelle du plagiat, et ça, c'est très différent. Globalement, le cadre juridique n'existe pas réellement encore. C'est pas propre, en fait. Il y a vraiment des discussions en cours, même au niveau européen, en fait. L'IA Act, en fait, est arrivé à l'Union européenne. Elle a été validée du point de vue des droits d'exploitation. C'est-à-dire que tu génères une image en IA, tu peux t'en servir, comme disait Pierrot, pour en faire ce que tu veux derrière. Et tu t'en fais ce que tu veux. On a demandé aussi que les références, en fait, des bases de données de référence soient transparentes et qu'on sache à qui, quels sont les 10 000 illustrateurs, artistes qui ont été utilisés pour nourrir ce visuel-là. Le lobbying de l'IA a refusé cette mention-là, quoi. Donc il y a une espèce de fausse joie. Et donc on n'est pas du tout convaincu. Donc en attendant d'avoir des trucs un peu plus solides, on a mis en place des choses, des outils, notamment Nightshade, des outils offensifs ou défensifs pour protéger nos images, soit par des systèmes d'empoisonnement, soit par des systèmes de blocage. Et donc on a ça, on est en train de, avec la Ligue des auteurs professionnels et la charte, on a créé des ateliers. On s'est retrouvé avec des juristes et des avocats en droit. Et on a discuté de tout ce qui était possible de mettre en place en attendant ou pour débloquer ces blocages-là. On a évoqué éventuellement le fait que dans les livres, dans l'édition, si les couvertures ou les images ont été générées en IA, il n'y aurait pas d'ISBN, par exemple, ou de créer un espèce de pot commun, un espèce de truc bâtard entre une taxe et un droit d'auteur, pour faire en sorte que quand tu crées tes images via Midjourney, Stable, machin, tu donnes cette espèce de taxe bâtarde qui retombe dans un espèce de pot commun et qui soit redistribué entre différents artistes-auteurs sur une clé de répartition qu'on n'a pas encore définie et qui serait à définir. C'est intéressant, parce que c'est quasiment le fonctionnement de Spotify ou d'autres organismes, je crois que c'est la SACEM en France ou autre, qui reversent à tous les artistes, les musiciens. C'est vachement intéressant en fait. Après, je ne suis pas sûr qu'en termes de rémunération, ça crée des rémunérations suffisantes pour vivre. J'en profite juste 2 secondes, mais moi, je suis moi-même un musicien, je peux vous dire que même quand on est à la SACEM, et j'ai été directeur d'un centre culturel, donc j'ai payé aussi, je peux vous dire qu'il y aurait beaucoup à dire sur les clés de répartition. Oui, et c'est pour ça que je disais, il y a certainement pas de quoi en vivre, alors c'est certainement pas une des solutions. Ça va vers la solution, mais... Alors, juste là, on va prendre les dernières questions.
Le Palais va faire passer un drone juste pour leur vidéo et leur communication. On va faire ça maintenant avant que tout le monde... Oui. Bah, on fait maintenant. Non, mais on fait maintenant. Allez, que tout le monde rentre les mains sous... Voilà, rentrez les mains. Position de sécurité. Okay. Il est piloté par un humain. Voilà, une slide avec des couleurs. Donc, Maxildan, t'avais une question. Tu vas parler fort dans ton micro parce qu'en plus, il y a du bruit. Ouais, il n'y a pas de problème, j'ai l'habitude de parler fort. En gros, ma question, elle est plus... Je vous écoute depuis tout à l'heure et... Ouais, merci. ça me recoiffe, c'est très intéressant. Ma question, elle est assez simple. Je vous écoute depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'en gros, les illustrateurs sont très concentrés sur l'aspect artistique. L'éditeur, lui, il a une nécessité on peut dire de croissance, juste de payer ses employés. Donc, parce qu'on parlait, d'ailleurs, tu disais, je vois pas l'intérêt de gagner du temps. Bah, et à un moment donné, il faut les payer quand même les mecs, donc il faut les sortir les jeux. Et oui, il y aura peut-être trop de jeux. Mais ça, j'ai envie de te dire, ce sera la sélection naturelle qui fera que certains resteront et d'autres non. Là où je voulais revenir, c'est de dire, ça me surprend qu'il y ait autant de problèmes sur la génération d'images là, alors que, par exemple, dans le jeu vidéo, on utilise depuis longtemps maintenant la génération procédurale. Ça permet juste de créer plus rapidement des univers plus grands. Et il y a quand même des milliers d'artistes qui travaillent dans les sociétés de jeux vidéo, et on est vraiment dans le fait de pouvoir faire plus, mieux, plus grand, et de permettre aux artistes de se concentrer sur les détails importants de l'univers, ce qui fait que le jeu va être intéressant à jouer, plus que sur créer des étendues extrêmement vastes, faites à la main, pour finalement pas grand-chose. Il faut mieux se concentrer sur ce que l'humain peut apporter d'intéressant à cette œuvre. Alors, chez Kif, on a l'impression que le problème, en fait, se situe sur avoir les sources de l'outil. Une fois qu'on aura ça, j'ai l'impression qu'on aura réglé beaucoup de problèmes en fait. Mais il y a un énorme problème à l'heure actuelle, par exemple dans le jeu vidéo. On sait que Microsoft vient de licencier 1900 personnes. Chez Kif, on a Nico Normandon, donc mon associé, qui travaille depuis 23 ans chez Ubisoft. Dans le jeu vidéo, c'est pas un secret. Aujourd'hui, en un claquement de doigts, on réduit de 20, 30, voire 50% la masse salariale. L'objectif, il n'est pas de faire des plus beaux décors, plus longs, machin, plus vite, c'est juste de virer du monde parce que ça coûtera à l'arrivée moins cher. Parce qu'en fait, aujourd'hui, utiliser une IA, sans vouloir faire mon vieux gaucho anard, utiliser une IA, c'est pas très écolo et c'est quand même pas le but de payer plein de gens en fait. C'est quand même globalement d'aller plus vite et de vendre plus. Aujourd'hui, non mais par exemple, tout à l'heure, Cédric disait un truc très vrai, c'est que des fois, on aime vachement le style d'un illustrateur ou d'une illustratrice. Moi, par exemple, j'aime vachement le style de Maud Chalmel. Et récemment, je lui ai demandé en décembre ou en janvier si elle avait de la place pour moi, pour un jeu, et qu'il fallait finir avant juin. Elle m'a dit non. Je lui ai parlé du jeu, et je sais qu'elle va moins dormir, et parce qu'elle le fait, et que c'est un petit boulot. Mais je voulais Maud Chalmel, en fait. Et j'allais pas dire à bon mode, vas-y, fais péter tes dessins. Ce qu'il faut, c'est qu'elle passe son temps, en fait. C'est qu'elle s'investisse dedans, etc. C'est ça, en fait. Le truc, c'est que ça sert à rien de se speeder. Encore une fois, c'est toujours pareil. C'est juste, si c'est pour les gens qui vont utiliser ça, les grosses boîtes qui vont utiliser les IA, dans le jeu vidéo tout particulièrement, mais dans beaucoup de domaines, c'est quand même essentiellement pour gagner plus de thunes, d'en dépenser moins et d'aller plus vite. La surprod, elle va vraiment être un problème. Dans le jeu de société, c'est comme la BD il y a 20 ans. On a des vrais problèmes là. Et moi, je suis éditeur. Si je veux que mon jeu il sorte, il faut que Maud elle puisse faire le boulot. D'ailleurs, là, elle va abréger parce qu'il faut qu'elle bosse, quoi. Mais non, mais c'est ça le truc en fait. On a tous des problématiques, certes, mais l'utilisation des IA, c'est pas la réponse vraiment, je pense, à un quelconque problème. En fait. Il y a une question, c'est parmi les toutes dernières. Il y aura peut-être une suivante et après on terminera là-dessus. Je vais faire vite. Ça revient sur ce que tu viens de dire, Pierrot. Et c'était ce qu'évoquait Cédric au début. Il dit, en fait, le problème de temps
parce que les auteurs sont bookés, les illustrateurs sont bookés, ils sont pris sur plein de projets, ça va décaler le planning, ça va être très long et pour l'éditeur c'est difficile. Moi ma question c'est s'il y a une forte production de jeux et qu'il y a des illustrateurs qui sont bookés, est-ce qu'on ne peut pas faire appel aux nombreux autres jeunes illustrateurs de talent qui sont disponibles? Merci. Parce que j'adore ce que fait Vincent Dutray, mais en fait, un jeu sur deux, c'est Vincent Dutray. Alors, il a plus le temps, et c'est pour ça qu'il lui faut une EA pour aider, mais que peut-être, il y a plein d'illustrateurs très talentueux et que c'est à eux qu'il faut faire appel maintenant. Les sorties d'école sont incroyables. Ouais. Donc oui, il y a des... Et nous, à la CIL, on prévoit vraiment de créer une plateforme avec des illustrateurs, parce que c'est un vrai problème, en fait. Les éditeurs ne trouvent pas, et disent, tu peux pas me trouver quelqu'un d'autre si toi, tu peux pas le faire. C'est un boulot, en fait, de rediriger vers les bons illustrateurs dans le même style ou qui pourraient... Donc, en fait, c'est des agents d'illustrateurs. Oui, parce que ça peut être ça aussi pour éviter les problématiques d'IA, c'est de pouvoir avoir accès pour les éditeurs et pour ceux qui sont en recherche d'illustrateurs. C'est peut-être ça aussi une des solutions, c'est de donner un accès plus facile à des books, à des sources, à des nouveaux illustrateurs pour les faire découvrir, pour que ça puisse progresser et que chacun puisse trouver sa place avec un travail plus traditionnel. Voilà. En tant qu'éditeur, s'il y a quelque chose qui centralisait vraiment les portfolios, ce serait vachement intéressant en fait. Hein. Oui, non, mais on donnera les contacts. On prend une dernière. J'ai une question du coup, parce que qu'on soit pour ou contre l'IA, c'est présent, et je m'adresse aux illustrateurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a des bonnes pratiques qui peuvent se faire avec l'IA dans le futur ? Pas les utiliser. Non, il y a sûrement des bonnes pratiques, c'est toujours pareil. Ça dépend du secteur. Moi, je ne les vois pas. Mais... j'ai une discussion avec, je ne sais pas si Isabelle où elle est, mais sur la radiologie, tu vois, il y a 2 jours, où on se retrouve dans des situations, il y a IA, quoi. Je veux dire, il faut aussi faire attention, c'est le secteur d'utilisation aussi, quoi. Il y a des vrais progrès qui sont liés à ça, et entre autres dans le domaine médical. Ta question ne portait pas que sur le côté artistique, en fait. Ah, sur l'illustration? Ah non, alors j'en vois vraiment pas. Non, mais pour de vrai. Non, mais encore une fois. Demande à Monsanto de faire de l'éthique. Comment vous pensez faire de l'éthique, Monsanto? Comment c'est possible? Il y a moyen ou pas? J'avais vu une conférence pour l'Union des éditeurs de jeux faite par Étienne Mineur, où il montrait des images faites par des IA, où en temps réel, il faisait un croquis, et de l'autre côté, ça faisait une illustration finie. Et il rajoutait des tâches, et ça faisait des super beaux papillons. Puis il rajoutait des trucs, et ça faisait des champs de blé et tout. C'était monstrueux, c'était instantané. En termes écologiques, la machine qui calcule ça, elle envoie du pâté quand même. Hein. Donc c'est pas, voilà, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il y a un bon moyen de faire quelque chose de clean avec l'IA? C'est mieux de s'abstenir de l'utiliser, à mon sens. Mais c'est mon avis. Hein. Mais je vois, dans le domaine artistique, c'est un truc de loisir. Enfin, un truc de loisir. Non. C'est notre passion. Moi, je vois une utilisation à laquelle je peux répondre. Alors, elle est, effectivement, écologiquement, l'IA, c'est des serveurs qui calculent. Hein, donc, ça bouffe de l'électricité, ça, c'est sûr. Cyril nous en a parlé l'année dernière. Imaginons, il y a un jeu à faire pour un illustrateur. Il faut se taper 100 fioles de potions. Et donc, voilà, l'illustrateur en dessine une vingtaine, des grandes, des petites, des machins. Et puis... imagine-toi devoir faire ce boulot, au bout de la 50e, tu dis putain, maintenant je la fais grand, je la fais large, non, ça déjà fait, fait chier. Enfin, et là, l'idée, c'était d'entraîner une IA en lui disant, voilà, on te file 20 ou 30 potions, et le travail répétitif, allez, génère les autres, et avec le même style. Et là, il y avait, quelque part, on évitait un travail répétitif et un peu plus chiant. Je ne dis pas qu'elle va être plus créative ou autre, non, ça remplace toujours pas un humain, mais en tout cas, ça peut mâcher une partie du boulot. Voilà une des utilisations que moi je vois. Sur ce, parce que nous avons justement une conférence sur la partie culturelle du jeu de société dans un quart d'heure. Je vous remercie pour votre présence. Merci aux intervenants. Merci. Bonne fin de journée à tous.